Parmi les épisodes de l'histoire qui passionnent les foules, je pense que les révoltes arrivent dans les premières positions. Alors bien sûr, avec l'actualité, on a d'abord en tête la Commune de Paris, dont on a fêté il n'y a pas si longtemps les 150 ans, mais on a aussi d'autres épisodes bien plus anciens qui ont traversé les siècles et qui marquent encore nos imaginaires. C'est le cas par exemple des révoltes d'esclaves, dont la plus célèbre est bien évidemment la révolte de Spartacus au 1er siècle avant notre ère, prenant place dans une série d'insurrections serviles ayant ébranlé la République romaine. Et aujourd'hui, le personnage de Spartacus, eh bien, il est devenu quasi légendaire, que ce soit avec le film de Stanley Kubrick en 1960, ou encore plus récemment avec la série Spartacus, produite entre 2010 et 2013. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, eh bien, c'est qu'il existe aussi un Spartacus, mais cette fois-ci du côté du monde islamique. Bon d'accord, c'est pas vraiment un Spartacus, puisque le contexte et le personnage en lui-même sont bien différents. Mais ce soulèvement d'esclaves dans le monde islamique a eu quand même un impact important, et aujourd'hui encore, il n'est pas rare de voir certaines personnes en parler, ou au moins y faire référence. Cette révolte, c'est celle des Zenj, qui va éclater entre 869 et 883, au cœur même du monde islamique, jusqu'à menacer le grand pouvoir de l'époque, l'Empire abbasside. Aujourd'hui, je vous propose donc de voir ensemble comment s'est déroulée cette insurrection, quels ont été ses acteurs, mais aussi ses conséquences. Aussi, cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'un cycle de différentes vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne en rapport avec l'esclavage. Donc je vous invite à aller les voir, même si elles ne sont pas forcément nécessaires pour comprendre la révolte des Zenj. Donc d'abord, dans quel contexte cet épisode s'est-il déroulé ? On est à la fin du 9e siècle et ce vaste monde islamique est très fragmenté, avec de multiples régions dominées par un ou plusieurs pouvoirs. La péninsule ibérique gouvernée par les Omeyyades, l'Afrique du Nord où sont présentes deux dynasties berbères, les Idrissides et les Roustumides, et un émirat semi-indépendant lié aux Abbassides, celui des Aghlabides. Mais aujourd'hui, le pouvoir qui va nous intéresser, c'est celui du califat abbasside. Il s'agit du pouvoir le plus important du monde islamique, tant au niveau militaire qu'au niveau géographique, puisque sa domination s'étend des confins de la Perse jusqu'à l'Égypte. Alors certes, tout ça c'est très beau sur le papier, mais dans la réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Et en ce qui concerne la période qui nous intéresse, la fin du 9e siècle, le pouvoir du calife abbasside connaît quelques contestations. Pour information, les Abbassides ont pris le pouvoir en 750 en renversant la dynastie des Omeyyades. Et donc, en 870-880, cela fait plus d'un siècle que les Abbassides règnent en maîtres sur un territoire extrêmement vaste. Quoique, justement, en 870, on ne peut pas dire que les Abbassides règnent véritablement en maîtres, et ceci parce que, tant sur le plan interne qu'externe, les difficultés se multiplient. Du point de vue interne, si c'est bien le calife qui détient le pouvoir nominal, dans les faits, ce n'est pas lui le véritable souverain. En réalité, ce sont les grands officiers, administratifs et militaires, qui se servent du calife comme d'un pantin pour asseoir leur propre domination. À tel point qu'entre les années 860-870, les assassinats politiques s'enchaînent. On a par exemple El-Moutawakil en 861, El-Muntasir en 862, qui a peut-être d'ailleurs été empoisonné, Al-Musta'in qui est exécuté par le calife Al-Murtaz en 866, et qui lui-même sera à son tour déposé en 869 par le pouvoir militaire, avant de mourir dans des conditions assez troubles. Bref, si on devait résumer les choses, en interne, c'est le chaos le plus total. Et c'est d'autant plus que l'on a aussi des luttes religieuses entre sunnites et chiites, entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, représentés par un groupe qui prendra de plus en plus d'importance, les oulémas. Enfin, d'un point de vue externe, en réalité, le calife abbasside ne gouverne pas tous ces territoires. Ou plutôt, il les gouverne indirectement en déléguant son pouvoir à des représentants. Seulement, ces fameux représentants, qui à la base étaient révocables, vont peu à peu former de véritables dynasties et s'émanciper de la tutelle abbasside. On a par exemple les Aghlabides en Ifriqiya, dont on a déjà parlé dans cette vidéo, puis les Toulounides en Égypte, et enfin les Tahirides, Samanides, Safarides et Sagides dans les régions de l'Est iranien. C'est donc dans ce contexte assez chaotique, il faut l'avouer, que va éclater cette fameuse révolte des Zenj. Et la première question qui vous brûle les lèvres, je pense en tout cas, eh bien c'est finalement, qui sont ces Zenj ? Comme je l'ai précisé au début de la vidéo, ce sont d'abord des esclaves, parce qu'il ne faut pas oublier que l'esclavage était une pratique tout à fait courante dans le monde islamique,
et ce jusqu'à une époque très récente. Encore une fois, j'ai posté 2 vidéos principales sur le sujet, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Dans ce cadre, les Zenj sont des esclaves originaires d'Afrique orientale qui ont été importés dans la région irakienne à une date qui reste encore assez incertaine. Les chercheurs placent tout de même leur arrivée aux alentours de la fin du 7e siècle, puisque l'on a déjà la connaissance de plusieurs insurrections, dont les plus importantes ont eu lieu en 689 et en 694. Autrement dit, la révolte des Zenj de 863 n'est pas inédite, mais c'est celle que l'on a retenue, car son ampleur est tout simplement exceptionnelle. Deuxième question, que pouvaient bien faire les Zenj dans la région irakienne? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre où se trouvaient exactement les Zenj. Et en l'occurrence, on les avait fait venir dans la région entourant la ville de Basra, qui était une ville très importante à l'époque, localisée au sud-est de l'Irak. Cette zone jouissait d'une très bonne situation économique, notamment grâce au commerce où l'on pouvait profiter de multiples fleuves et cours d'eau. Mais le revers de la médaille, c'est que cette région était donc très humide et remplie de marécages. C'est notamment vrai pour 2 petits territoires au nord de Basra, Al-Batiha et le Maysan, des zones qui étaient donc très difficiles d'accès, incultivables et dans lesquelles en plus des rebelles et des brigands avaient trouvé refuge pour échapper au pouvoir central. Et donc, vous devinez bien, c'est dans ces territoires ou à proximité que l'on a envoyé les Zenj pour mener 2 opérations principales. La remise en culture des terres, ce qui signifie faire tout un travail d'assainissement, et la réalisation de divers chantiers, comme la construction de barrages, de canaux ou encore de digues. Ainsi, c'est dans ce contexte, au cœur de ces régions, que va éclater la plus grosse insurrection servile qu'ait connue l'histoire islamique, la révolte des Zenj. Ou plutôt, c'est dans ce territoire qu'un homme, Ali ibn Muhammad, va prendre les armes, réunir une puissante armée, et organiser une véritable lutte violente qui va durer pendant 14 ans, causer la mort de centaines de milliers de personnes, et menacer très dangereusement le pouvoir abbasside. Bon, après, on va pas se le cacher, on n'a pas 36 000 infos sur ce fameux Ali ibn Muhammad. On sait qu'il serait né dans un village des environs de Rey, nommé Warzanin. On a aussi quelques infos sur ses parents, et bien évidemment sur la plupart de ses actions menées avant et pendant la révolte. Mais par contre, on sait finalement assez peu de choses sur ses propres pensées, sur la personne qu'il était réellement, et sur ses propres croyances. Il faut dire qu'en même temps, le personnage est assez difficile à cerner. À la manière d'un caméléon, il va se présenter différemment à chaque étape de sa vie, en particulier avant la révolte, en fonction des opportunités et des groupes qui vont se présenter à lui. Tout d'abord, on repère sa trace à Samarra. Selon les sources, il y aurait été un poète à la cour du calife abbasside de l'époque, Al-Muntasir. Puis, entre 863 et 864, il quitte la ville et s'installe à Bahreïn. Sur place, ses fameuses qualités de caméléon vont justement se révéler, puisqu'il va prétendre être un alide, autrement dit un chiite, et il va aller jusqu'à s'inventer une généalogie pour venir appuyer ses déclarations. Apparemment, il aurait tenté de fédérer un groupe autour de lui, tout en dissimulant ses ambitions de révolte. En résumé, son objectif est très simple, se présenter comme un personnage important, et devenir en quelque sorte un guide spirituel pour attirer autour de lui un grand nombre de compagnons fidèles. Sauf que cette première expérience est un échec, seulement une partie des personnes l'ont suivi, et très rapidement une lutte interne éclate. Ali ibn Muhammad va donc devoir quitter la région et sans doute rejoindre l'Arabie. Arrivé sur place, il va poursuivre ses idées et tenter de séduire les populations locales. Apparemment, cette fois-ci, ça a l'air de marcher, puisque la population croit reconnaître en lui un véritable prophète. Preuve qu'il faut vraiment que vous voyez Ali ibn Muhammad comme quelqu'un avec un charisme très spécial et un véritable don pour incarner un personnage à la fois attractif et fascinant. Sauf qu'à nouveau, patatras, tout s'effondre. Cette fois-ci, ce n'est pas forcément à cause de luttes internes, c'est simplement qu'une partie des habitants a refusé de le suivre. Et ceci parce que, à cet instant précis, Ali ibn Muhammad a sans doute estimé être entouré d'un groupe de fidèles assez important pour révéler ses véritables intentions, se révolter contre le pouvoir abbasside. C'est donc un nouvel échec, et il faut savoir qu'il va en connaître plusieurs avant que son mouvement commence à prendre de l'ampleur. Toujours entouré de ses compagnons, en qui il a une entière confiance,
On va le retrouver à Basra en 868 où ses plans vont être contrecarrés par le gouverneur de la ville. Ses partisans et même sa propre famille, dont son épouse et ses enfants, vont être emprisonnés. Il part alors en direction du nord et de la ville d'importance de l'époque, capitale du califat, Bagdad. Arrivé sur place, à nouveau, il prétend être une personnalité importante au sein du courant chiite. Il aurait démontré à la foule des dons surnaturels, comme celui par exemple de lire dans les pensées des personnes qui l'entourent. Et c'est justement là, à Bagdad, qu'il va réussir à agréger autour de lui de plus en plus de fidèles. Autrement dit, on est vers les mois de juillet et août 869, et c'est à partir de ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer. Profitant du fait que le gouverneur de Basra venait d'être destitué, Ali ibn Muhammad revient sur place avec ses nouveaux compagnons et récupère en plus ses anciens fidèles qui avaient été emprisonnés. Et c'est précisément à cet instant que lui vient une nouvelle idée. Il va se faire passer pour un homme d'affaires associé à une famille prestigieuse. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour approcher le dernier groupe qui lui manque et qui va constituer le cœur même de ses troupes. Je veux parler bien entendu des Zenj. Ces Zenj qui, comme je vous l'ai précisé, travaillaient dans la région au sein de ces milieux marécageux où ils étaient employés dans des travaux d'assainissement et dans la construction d'ouvrages hydrauliques. Ainsi, Ali ibn Muhammad passe donc de chantier en chantier et petit à petit, il va parvenir à les convaincre. Cette fois-ci, Ali ibn Muhammad n'a jamais été aussi proche de son but, celui de rassembler assez de fidèles pour pouvoir proclamer officiellement la révolte contre les Abbassides. Une révolte qui aurait débuté le 7 septembre 869. Tout d'abord, cette révolte va avoir un impact strictement local. Leur premier souci, c'est celui de l'armement, parce qu'au début, sans aucun doute qu'ils ne disposaient pas d'un équipement très élaboré, avec très probablement l'utilisation d'outils de circonstance, soit disponibles sur place, ou alors qu'ils auraient directement fabriqués. Donc leur objectif principal est double, et on pourrait même dire triple. À la fois récupérer des armes, mais aussi faire du butin, donc assembler assez d'argent et de vivres pour financer et organiser la révolte, et enfin recruter de nouveaux fidèles grâce à leur première victoire. Ce qui fait que dans un premier temps, ils vont s'en prendre aux villages environnants. Il y aura logiquement des résistances, à la fois de la part des habitants, mais aussi et surtout des grands propriétaires, notamment de Basra. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont eux les grands perdants de l'histoire. Ils perdent à la fois leur main d'œuvre, les esclaves, et en plus les bénéfices qui découlaient de leur travail. Résultat, Ali ibn Muhammad va remporter tellement de victoires, rassemblant de plus en plus de butins et de compagnons, que l'angoisse va s'emparer de la région, et en particulier de son poumon économique et démographique, la ville de Basra. Et c'est très précisément à partir de là que cette révolte va parvenir aux oreilles du calife abbasside, résidant à Samarra, près de Bagdad, par l'intermédiaire de ces fameux propriétaires de Basra. Mais le soutien tarde à arriver, et les Zenj vont connaître succès après succès, jusqu'à menacer directement la cité de Basra. Donc là, vous imaginez bien, grande angoisse totale, d'autant que les têtes des guerriers de Basra, qui avaient auparavant tenté une embuscade, trônent maintenant devant les remparts. Là encore, on demande avec encore plus de force le soutien du calife, et ce dernier enfin leur envoie un de ses officiers. On est alors entre la fin de l'année 869 et le début de l'année 870, et vous l'aurez compris, cette révolte n'est plus un problème local, mais bien une affaire d'État. Désormais, les deux armées se font face. D'un côté, on a celle d'Ali ibn Muhammad, et de l'autre, celle des Abbassides, menée par un officier turc. Problème pour les troupes du calife, ils possèdent de nombreux cavaliers qui ne sont pas du tout adaptés à un terrain qui, je le rappelle, est marécageux. Les positions vont alors se figer, chacun restant dans son campement, jusqu'à ce qu'une nuit, les Zenj attaquent par surprise le camp des Abbassides. Du côté de l'armée du calife, la défaite est totale. Tout le monde s'enfuit et le chef adverse est contraint de se replier à Basra. Et heureusement, vous me direz, le calife abbasside est censé disposer de forces assez solides et il devrait pouvoir envoyer de nouvelles armées. Sauf que, en interne, c'est beaucoup plus compliqué, avec des conflits récurrents entre factions rivales, en particulier entre Turcs et Persans.
Et alors que d'un côté, l'officier turc se repliait sur Basra après sa défaite, du côté du pouvoir abbasside, le calife de l'époque, Al-Mu'tadi, a été destitué et remplacé par Al-Mu'tamid, un souverain inexpérimenté. Tout ce désordre va de fait profiter aux Zenj, et autant vous dire que les habitants de Basra ne sont pas prêts de voir débarquer une nouvelle armée abbasside. En effet, profitant de la situation, les troupes d'Ali ibn Muhammad vont poursuivre leur avancée en s'emparant d'Al-Ubula, d'Abadan, qui n'hésitent pas d'ailleurs effrayés à leur ouvrir leurs portes, puis s'avancent dans le Khuzistan jusqu'à la capitale de la région, Ahwaz. Ils finissent par occuper la ville et il faut bien comprendre que c'est un véritable succès. D'un côté, les Zenj se sont renforcés, autant par les armes que par le nombre, avec des combattants qui ont rejoint leur rang. Et de l'autre, ils mettent encore plus de pression sur Basra en coupant une partie de son approvisionnement et en semant encore un peu plus la panique dans la ville. A cela vous me direz, eh bien les troupes abbassides vont quand même devoir réagir, mais ça reste très timide, d'autant qu'en plus des soucis internes à l'entourage du calife, celui-ci doit faire face à d'autres menaces au sein de son propre territoire, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Au final, en 871, les Zenj remportent victoire sur victoire, et l'étau se resserre peu à peu sur Basra. Entre août et septembre 871, Ali ibn Muhammad décide d'attaquer la ville, mais de manière intelligente, sans la prendre d'assaut à la manière bourrine, et de toute façon ils ne sont pas du tout en capacité de le faire. Ils vont donc jouer de patience, ravager les campagnes alentours, pour empêcher tout ravitaillement de la ville, jusqu'au 7 septembre 871 où Basra est enfin capturée. Selon les sources, s'ensuit alors un pillage violent puisque la population aurait été tout simplement massacrée. Quelques mois plus tard, le calife abbasside décide enfin de redresser la situation en considérant la révolte des Zenj comme une menace sérieuse. Il envoie sur place un des grands acteurs de cette rébellion, Al-Muwaffaq, qui n'est autre que le frère du calife Al-Mu'tamid, et donc, de fait, celui qui tient véritablement les rênes du pouvoir. A partir de maintenant, un nouvel épisode de la révolte va s'ouvrir, car cette fois-ci, les troupes abbassides qui lèvent le camp en direction du sud sont bien plus nombreuses et équipées que n'importe quelle armée dirigée jusqu'à présent contre les Zenj. Pendant un temps qui dure 4 mois, entre avril et juillet 872, les deux armées vont s'affronter et connaître tour à tour succès et échec. Du côté des Zenj, les combats débutent plutôt bien, puisqu'ils parviennent à tuer Muflih, un des deux chefs qui dirigeait l'armée abbasside. Pour autant, Ali ibn Muhammad n'exulte pas, parce que le général qui fait peur de par son expérience et sa stature, ce n'est pas Muflih, mais bien Al-Muwaffaq, à tel point que quand Muflih meurt, Ali prend soin de nier la présence d'Al-Muwaffaq pour éviter que la panique s'empare de ses hommes. Les batailles vont ainsi se poursuivre, voire successivement triompher les Abbassides et les Zenj, jusqu'à ce que Muwaffaq soit contraint de se replier à Wassit en juillet 872, puis à Samarra au début de l'année suivante. Finalement, ces affrontements de 871-872 se seraient terminés par une sorte de statu quo au niveau des batailles. Mais ce sont bien les Abbassides et Al-Muwaffaq qui doivent se replier, et les Zenj qui en ressortent vainqueurs. Et ce d'autant plus qu'aucune réelle menace des armées abbassides ne pèsera plus sur les Zenj pendant plus de 7 ans jusqu'en 879. Avec, encore une fois, comme je vous le disais, des dissensions internes à la fois pour sécuriser le pouvoir du calife et maîtriser les opérations militaires des dynasties locales, en particulier les Safarides. Pour les Zenj, c'est donc une période extrêmement favorable pour consolider leur position et gagner en ampleur, tant en s'emparant de nouveaux territoires qu'en gagnant de nouveaux fidèles à leur cause. Pendant toutes ces années et jusqu'à la fin de cette révolte, Ali ibn Muhammad restera cloîtré dans sa capitale dénommée Al-Murtala. Alors c'est un lieu que les historiens n'ont pas pu localiser, mais qui devait se situer non loin de Basra. Il s'agissait d'un véritable bastion situé dans une zone de marécage, avec une multitude de canaux et de nombreuses installations défensives. Les Zenj reprennent la ville d'Al-Ahwaz qu'ils avaient perdue, suivie de celle de Ram Hormuz. Dans le même temps, ils s'emparent de la région de Maysan, au nord de Basra, où les Abbassides sont contraints de battre en retraite. Les révoltés décident alors de pousser encore un peu plus loin leur avantage, en partant vers le nord et en s'emparant de différentes villes, dont Wassit, Normaniyya et Jarjaraya. À cet instant précis, les Zenj sont donc très bien implantés en Irak, allant jusqu'à menacer Bagdad,
puisqu'à partir de Jarjaraya, ils sont à une centaine de kilomètres de la ville. Sans compter que les opérations coordonnées par Ali ibn Muhammad auraient concerné une aire géographique extrêmement vaste, dépassant les limites de l'Irak, puisqu'on aurait retrouvé la trace de ses partisans jusqu'à la Mecque. Cependant, alors que la révolte n'a jamais été aussi puissante, elle a atteint son apogée. Autrement dit, c'est maintenant que les choses vont commencer à se gâter. Nous sommes à présent en 879 et les Abbassides ont plus ou moins maîtrisé les dynasties locales, que ce soit les Safarides ou les Toulounides. En résumé, ils ont maintenant les mains libres. Plus rien n'empêche alors le général si craint par les Zinj, en l'occurrence Al-Muwaffaq, de revenir à nouveau dans la partie. Ou plutôt, celui qui va revenir dans la partie, c'est son fils, Abu al-Abbas. Al-Muwaffaq l'envoie à la fin de l'année 879 avec une armée de 10 000 hommes et une flotte de navires capables de descendre les principaux fleuves et les canaux de la région. Trop confiants, les Zinj auraient sous-estimé les capacités d'Abu al-Abbas à diriger ses propres troupes. Pourtant, c'est bien lui, du haut de sa vingtaine d'années, certains auteurs disent 23 ans, qu'il va remporter sur les Zinj, bataille sur bataille, reprenant une partie de leur territoire, dont la ville de Wassit. Et puis, un an après le début des opérations, c'est au tour d'Al-Muwaffaq lui-même d'entrer en jeu. Cette fois-ci, inutile de vous dire que les Zinj ne sont plus en excès de confiance. Ils ont appris à leurs dépens quel précieux général faisait Abu al-Abbas, et quant au père, Al-Muwaffaq, cela fait très longtemps qu'il inspire chez eux une crainte profonde. Et ce désavantage moral ne va pas aller en s'améliorant, car les Abbassides vont poursuivre inexorablement leur avancée. Ainsi, tandis qu'Al-Muwaffaq laisse des petites troupes pacifier le territoire entre Wassit et Basra, lui-même et son fils se dirigent vers le Khuzistan. Confrontés à cette menace, les Zinj vont se replier à la hâte, laissant sur place matériel et vivres, permettant ainsi aux Abbassides de récupérer la région en seulement 6 semaines. Donc les Zinj, à la fin de l'année 881, eh bien ils sont très mal en point. Moralement, ils viennent de perdre un très vaste territoire en seulement 2 ans, et Al-Muwaffaq, cet homme qu'ils semblent à la fois profondément craindre et admirer, eh bien il vient de refaire son apparition avec une armée encore plus puissante. Enfin, du point de vue des effectifs, avec toutes les défaites accumulées durant cette période, eh bien les troupes des Zinj ont vu au contraire leur force s'amenuire. Ainsi, les troupes d'Ali ibn Muhammad se trouvent profondément perturbées, à la fois dans leur corps et dans leur esprit. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que de son côté, Al-Muwaffaq, en grand stratège, a annoncé aux Zinj que ces derniers pouvaient se rendre et qu'aucun mal ne leur serait fait. Plus encore, Al-Muwaffaq leur pardonne et les enrôle dans son armée. En résumé, si l'on devait faire un bilan des choses, une partie des Zinj commence à faire défection, tandis que l'armée abbasside se renforce. C'est dans cette situation, très défavorable aux Zinj, on va pas se le cacher, que ceux-ci, répondant sans doute aux ordres d'Ali ibn Muhammad, vont se replier sur leur dernier bastillon, Al-Murtala. Pour chacun des deux côtés, l'objectif va être de se préparer du mieux possible aux événements à venir. Alors, du côté abbasside, on va créer une ville nommée tout simplement Al-Muwaffaqiyya, où l'on va concentrer les vivres et faire venir des commerçants. Par contre, inutile de vous préciser que du côté des Zinj, l'opération est beaucoup plus complexe et dans certains cas, on peut le dire, désespérée. On a bien quelques liens avec les populations paysannes des alentours, mais plus le siège et donc le blocus se fait pressant, et plus cette solution est tout simplement inenvisageable. Et puis, on a l'option de la force, en opérant des sorties et en pillant les territoires voisins, mais là encore, les mouvements sont rapidement bloqués et les groupes des Zinj anéantis par les Abbassides. Donc dans ce contexte d'extrême fragilité pour le camp des Zinj, au fur et à mesure des jours qui passent et des attaques lancées par Al-Muwaffaq, les désertions se multiplient. Pour autant, ce siège va être un casse-tête pour les Abbassides, avec d'importantes pertes humaines d'un côté comme de l'autre. Al-Muwaffaq va essayer plein de stratégies différentes, mais beaucoup seront des échecs. Ainsi, on va voir par exemple des soldats abbassides traverser à la nage les canaux et gravir les remparts avant de devoir se replier. Dans d'autres tentatives, tout se passe très bien, sauf que les officiers prennent la confiance, pénètrent dans la ville et se font surprendre par les Zinj.
Plus encore, un an après le début du siège, le lundi 10 décembre 882, oui je sais, c'est très précis, les sources c'est précis, Al-Muwaffaq a la poitrine transpercée par une flèche. Une blessure qui va obliger l'arrêt des combats pendant 3 mois. Un temps que les Zenj vont immédiatement mettre à profit pour réparer leurs fortifications et réduire quasiment à néant les efforts consentis par les Abbassides. Toutefois, durant l'année 883, les succès vont se multiplier. La ville est reprise quartier après quartier, les désertions se multiplient, et la propre famille d'Ali ibn Muhammad est faite prisonnière et envoyée à Bagdad entre mai et juin. L'ultime assaut est alors donné le 11 août 883. Ali ibn Muhammad se trouve alors dans ses jours les plus sombres, retranché dans une forteresse qui n'en a plus que le nom, délaissé par l'écrasante majorité de ses anciens soutiens, et privé de sa famille, dont le destin lui est inconnu. C'est donc en ce 11 août 883 qu'Ali ibn Muhammad est tué par les forces abbassides, et que la révolte des Zenj est définitivement terminée. Quant à ces deux officiers qui lui sont restés fidèles jusqu'à la fin, Al-Muwaffaq les fait prisonniers. Ce dernier se dirige ensuite vers Bagdad, où peut-être, à la manière d'un empereur romain, il aurait réalisé une entrée triomphale le 23 mai 884. Pour finir, afin de clore officiellement cet épisode sombre, Al-Muwaffaq va mettre en scène l'exécution des anciens commandants d'Ali ibn Muhammad en exposant leur supplice à tout le peuple de Bagdad. Alors maintenant, pour conclure cette vidéo, je vous propose d'abord d'analyser les conséquences de cette révolte. Parce que si elle est finalement un échec, elle a tout de même eu un impact assez important à la fois localement en Irak, ainsi que dans une partie du califat. D'abord, on va aborder le point de vue global. Cette révolte des Zenj, elle a obligé les Abbassides à diviser leurs forces, et donc indirectement, elle a permis aux adversaires du califat de s'imposer plus facilement. C'est le cas en partie des Safarides, mais surtout des Toulounides du côté de l'Égypte, puis de la Syrie. Il semble également qu'elle ait eu un impact dans une future révolte qui va éclater durant la première moitié du Xe siècle, la révolte des Karmates, qui menacera elle aussi directement Bagdad et le pouvoir abbasside. Mais la conséquence la plus importante est sans doute à chercher à une échelle beaucoup plus locale, car la révolte va dévaster les terres du sud de l'Irak, en impactant par exemple directement la culture du riz, et va détourner de Basra une partie du trafic maritime vers le port de Siraf, puis vers la mer Rouge avec le Yémen et l'Égypte. D'un autre côté, elle aura aussi permis aux esclaves Zenj de prouver aux Abbassides qu'ils sont tout à fait capables d'être d'excellents guerriers. Dorénavant, les califes vont donc les enrôler en tant que soldats dans leurs armées. Enfin, un dernier point très important, la question des sources, des textes plus ou moins contemporains des événements, et sans lesquels les historiens ne pourraient pas faire l'histoire de cette révolte. Alors, autant vous dire directement qu'il n'y a pas 100 000 sources et que notre vision est très largement dépendante d'un auteur dont on a déjà parlé auparavant, puisqu'il est considéré comme le plus grand historien de l'histoire du monde islamique, c'est bien sûr At-Tabari. Pour être plus précis, on a finalement beaucoup d'auteurs qui mentionnent la révolte des Zenj, mais très peu qui apportent des informations originales. Ce qui ne signifie pas non plus qu'il n'y ait pas existé de sources intéressantes et diversifiées, seulement une très grande partie a été perdue. C'est par exemple le cas du Kitab Akhbar Sahib Zenj, sur lequel s'est beaucoup appuyé At-Tabari. Donc certes, on peut accéder à ces sources de manière indirecte, mais cela pose différentes questions, parce que si on prend le cas de l'œuvre que je viens de vous citer, son auteur était un partisan d'Ali ibn Muhammad. Seulement, il fait partie de ceux qui ont choisi d'abandonner sa cause et de se rendre à Al-Muwaffaq. Tout ça pour dire que, dans ce texte, il va être très virulent à l'encontre d'Ali ibn Muhammad pour faire en quelque sorte son repentir et exprimer sa bonne foi. Et d'un autre côté, on ne sait pas quel passage At-Tabari a pris de cette source, et peut-être qu'il a uniquement sélectionné les informations qui présentaient la révolte de manière négative. Et de toute manière, de façon plus globale, on ne retient souvent que l'histoire des vainqueurs. Ce sont eux qui écrivent l'histoire, ou en tout cas cette histoire, et donc les sources dont dispose aujourd'hui l'historien sont fondamentalement pro-abbassides et opposées aux Zenj. Pour terminer, je signifierai juste une dernière chose, c'est que la révolte des Zenj n'a pas eu pour but de supprimer l'esclavage. Alors ça c'est surtout une idée qu'on va retrouver et qui a été développée autrefois au sein des courants marxistes, où l'on calquait sa propre idéologie, sa propre vision de l'histoire, sur un passé, sur une société qui ne partageait pas du tout les mêmes valeurs.
En réalité, cette révolte était avant tout politique et sans aucun doute sociale, avec la volonté de s'émanciper de sa condition d'esclave et de connaître un avenir dans lequel un espoir d'ascension sociale était possible. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que vous aurez appris des choses sur cette révolte des Zenj, qui je pense est connue quand même assez du grand public, mais elle est connue de manière assez superficielle à mon avis. Et donc, dans cette vidéo-là, je voulais vous montrer comment elle s'est déroulée, je voulais vous montrer les détails de cette révolte-là, j'espère y être parvenu. Et c'est vrai qu'on a finalement assez peu de contenu sur le sujet d'un point de vue de la vulgarisation, en tout cas francophone sur YouTube, donc c'est important pour moi de vous faire ce sujet-là. N'hésitez pas bien sûr, si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir les prochaines vidéos, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi, et ça c'est très important, à cliquer sur la petite cloche pour autoriser les notifications qui vont vous permettre par la suite d'être averti quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne, et ça c'est quand même assez important. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description, vous connaissez tout le tintouin bien sûr. N'hésitez pas aussi, et je vous invite très chaleureusement à vous inscrire au groupe privé de la chaîne. Alors le groupe privé de la chaîne c'est quoi? C'est que tout simplement, soit le mercredi, soit le samedi, je vous envoie un mail dans votre boîte mail qui traite bien sûr de l'histoire de l'islam, parfois de la religion parce que les deux sont liés, et aussi parfois de la manière, en tout cas comment les historiens font l'histoire de l'islam, travaillent sur l'histoire de l'islam et tous les problèmes que cela pose aussi. Donc si vous avez envie de vous inscrire au groupe privé de la chaîne, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et de me transmettre votre mail. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout j'espère que le format ne vous aura pas trop dérouté, parce que c'est vrai que sur la révolte des Zenj, on n'a pas 100 000 iconographies, j'ai que quelques images sur le sujet, c'est pas grand chose. Donc du coup, j'ai dû faire beaucoup de facecam, beaucoup moins de voix off, vous l'avez sans doute remarqué. Heureusement, les cartes m'ont sauvé, parce que de toute façon, il fallait que je vous montre où ça se passait, parce que c'est pas forcément des lieux dont on a l'habitude de voir, et on n'a pas l'habitude non plus d'y aller, je pense que c'est logique. Voilà. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous a passionné, ou si au contraire ça vous a ennuyé, voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je remercie bien sûr tous les tipeurs, j'ai failli oublier les tipeurs, ça c'est pas très bien de ma part, voilà, je m'auto-flagelle. Donc merci à vous les tipeurs qui finançaient la chaîne, qui me permettaient aussi à la chaîne de vivre, via Utip ou via Tipeee, donc les deux plateformes qui permettent de financer mon travail. Et puis si vous aussi, vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, de me permettre peut-être un jour de vivre de mon activité et de vous fournir d'autant plus de vidéos de plus en plus qualitatives et des vidéos de plus en plus régulières, eh bien vous pouvez aussi, à votre tour, financer la chaîne par le biais de ces deux plateformes que sont Utip et Tipeee. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire pour finir cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, mais comme toujours bien sûr, jusque là, portez-vous bien.